Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un cours sur le quiz de la partie 2 du cours Full Stack de la formation développeur web de Open Classroom. Bon, alors c'est parti, on va pas perdre de temps. Bon, je fais cette vidéo parce que beaucoup d'entre vous ont essayé de réaliser ce quiz, mais se sont cassés les dents et ont fini par abandonner, casser leur ordinateur ou se... Donc, pour vous éviter tous ces malentendus, je vais vous aider à bien comprendre ce cours et à appliquer ce cours dans ce quiz-là. Donc pour le déroulement de la vidéo, en premier lieu, je vais réintroduire le cours, expliquer toutes les notions de base qu'il faut bien comprendre, saisir pour pouvoir être à l'aise avec un serveur Node.js. Ensuite, je vais faire l'installation tout simple, bête et basique sur le PC. Et enfin, je vais réaliser l'exercice à partir de cette installation. Donc dans un premier temps, je vais commencer à installer le projet, ce qui va me prendre un tout petit peu de temps. Donc je vais en profiter pendant ce temps de vous faire l'explication de ce que c'est qu'une API REST avec le module Express sur un serveur Node.js. Et je vais en profiter en même temps pendant ce temps pour vous rappeler que j'ai une vidéo dédiée entièrement à ce cours Full Stack sur ma playlist YouTube. Donc là, j'ai récupéré le lien du front-end, donc je vais le coller et taper juste front-end. Et j'ai le lien ici du backend qui est en fait un repository qui est entièrement dédié à ce cours. Donc, je vais développer toutes les étapes de ce cours dans ce repository. J'ai fait plein de commits et je vais pouvoir retourner en arrière sur tous ces commits. Là, je vois que j'ai 15 commits et j'ai bien nommé mes commits où je peux revenir exactement où je veux. Donc, je vais revenir à la partie 4, chapitre 4 de la partie 2. Ce qui est pratique quand on est bien organisé. Donc, je peux faire un clone du coup pour le backend. Donc, je le colle et je l'appelle backend. Donc, j'en profite pour vous rappeler que sur la chaîne YouTube, j'ai une vidéo dédiée à ce cours. Donc, si je tape Mentor Archiste, ici, je tombe sur ma chaîne et je vais aller sur la playlist du P6 et je vais vous montrer que j'ai ce cours P6 sur le full stack où vous avez l'entièreté du cours. Donc, il y a des chapitres qui sont censés être là mais qui n'ont pas encore été faits. Mais quand vous arriverez sur la vidéo, vous aurez accès aux chapitres. Pour l'instant, ils ne sont pas encore là. On va faire comme si on n'a rien vu. Et donc maintenant, je vais passer un petit moment pour vous expliquer comment fonctionne une API REST avec le module Express pour que vous puissiez complètement comprendre comment fonctionne tout ça avant qu'on puisse passer à la pratique. Donc, j'affiche mes fichiers de manière agencée les unes sur les autres. Donc, je vais mettre dans différentes interfaces les fichiers. Donc, j'ai le serveur à gauche, j'ai l'API à droite et j'ai le reste des fichiers en bas. Donc, on voit d'abord que dans le fichier serveur.js, on a un serveur HTTP qui est le serveur de Node.js. Donc, je rappelle que quand on fait un require dans une application Node.js et qu'on ne met pas de chemin commençant par point slash, on fait appel à un module Node.js. Donc, c'est un module qui se trouve dans le dossier Node module. Mais quand on fait appel à un module avec le point slash, on fait appel à un de nos fichiers et donc on utilise un référentiel relatif à ce fichier. Donc, HTTP est un module Node.js, c'est un package de NPM, Node Package Management. Et après, j'ai mon application Express qui est là. Après, on voit qu'on a une variable ici qui est en fait assignée à une fonction fléchée. Ensuite, j'ai une autre variable qui utilise cette fonction. Ensuite, j'ai une autre variable qui est une autre fonction fléchée qui sera utilisée un peu plus loin. Ici, j'ai une autre variable qui fait appel au serveur HTTP de Node.js et qui crée un module. On voit qu'il utilise l'application Express, mais on reviendra juste tout de suite là. Le serveur HTTP, il écoute avec sa propriété on, il écoute les erreurs et il utilise la fonction error qui a été déclarée ici. Et il écoute aussi les requêtes entrantes qui viennent du front-end et il initialise le serveur de cette manière. Donc, on voit que quand il crée le serveur Node.js, il fait appel au module Express. Donc, on rentre dans le module Express, app.js. On voit qu'on a des déclarations ici. Donc, on utilise le package npm express pour déclarer Express. Après, on a Mongoose qui va nous permettre d'enregistrer dans la base de données de MongoDB. Après, on a un package path
qui permet de faciliter la vie. C'est pas très utile et ça aussi, c'est pas très utile. Donc, on initialise l'application Express avec cette instruction. Donc, on initialise l'application Express avec cette instruction qui utilise donc le package Express et qui fait appel à l'aide d'une fonction à ce package. Ici, on fait appel à des routes que j'aurais pu placer ici d'ailleurs. C'est pas très... Il vaut mieux faire appel à tous les requires au même endroit. Après, ici, je fais appel après, ici, j'utilise donc mon package Mongoose pour me connecter à la base de données. J'utilise la fonction connect ici. On n'a aucun intérêt à comprendre ce qu'il y a derrière. On insère nos informations qui sont ici et ça se connecte. Quand ça marche, ça dit ça. Quand ça ne marche pas, ça dit ça. Ce qui est important, c'est ce qui vient juste après. Donc, on utilise notre application Express qui a été définie ici. Const Express avec les parenthèses pour initialiser l'application API REST de Express. Et avec cette variable, on peut utiliser plusieurs types de propriétés, mais à la racine du fichier, ce qui est le plus utilisé, c'est les propriétés en lien direct avec les verbes HTTP, donc post, get, put, delete et UTC et use qui permet de tout récupérer comme requête entrante. Donc, toutes les requêtes qui vont arriver dans le serveur, donc qui vont passer par serveur.js, qui vont arriver là, rentrer dedans dans ce fichier, elles vont toutes arriver dans ces middleware. En fait, use permet de déclarer un middleware qui a un chemin intermédiaire qui va capturer toutes les requêtes entrantes. Donc, dans ce middleware, on utilise notre package Express qui a une propriété JSON qui permet en fait de transformer le body de la requête en JSON, en format JSON, pour qu'il soit facilement exploitable par la suite. Ensuite, on a un autre middleware ici qui utilise Express Static qui permet de définir un chemin statique pour le chemin qu'on a précisé ici. Donc, si jamais on a un dossier qui est profondément enfoui dans notre application et qu'on voudrait le faire disponible avec un chemin simple, on pourrait le faire comme ça. Donc là, par exemple, image fait le lien direct avec image et image, on voit qu'il se trouve ici. Donc, bon, ça ne change pas grand-chose, mais c'est à ça que c'est utile. Donc là, on a un autre middleware. Grâce à un commentaire, on comprend de quoi il s'agit. Donc, c'est le core. Donc, le front-end, il n'a pas été lancé sur ce serveur, mais il a été lancé sur un autre serveur, le localhost 4200. Là, c'est le localhost 3000. Et donc, la chose la plus importante, c'est cette étoile-là qui dit qu'il accepte toutes les origines. Après, le reste, pas très important. Ensuite, on a le middleware le plus important, on va dire, pour qu'une application API REST puisse fonctionner, c'est le chemin, les routes. Donc, on définit un chemin de base que par la suite, tous les chemins qui sont dans ces variables vont utiliser juste après. Donc, stuff root, si je le trouve, il est dans root stuff. Donc, le dossier root stuff, je l'ouvre en bas. Je ne vais pas expliquer tout ce qu'il fait, hein, mais le plus important, c'est router. Donc, router utilise le package Express avec la propriété router en tant que fonction et ça le déclare en tant que router. Donc, on peut l'utiliser ici quand on va l'exporter par la suite pour l'utiliser à ce chemin-là. Donc, ce chemin-là plus ça, qui est vide au final, ça va appeler cette fonction-là, createThink. Et il y aura un middleware en plus de la notion qu'on avait de middleware ici. On a un autre middleware qui va être appliqué à ce chemin-là. Ici, on a deux middleware et ainsi de suite. Donc, dans les routes, on peut définir la terminaison du endpoint. Tout ce qui va suivre jusqu'à la dernière fonction, ça va être des middleware. Et la dernière fonction, ça va être ce qui va traiter la requête. Donc, stuff CTR, CTRL comme contrôleur, on voit qu'il est dans contrôleur stuff. Donc, il y a deux points au milieu parce qu'on est dans route, on ressort au-dessus, et on a un dossier contrôleur, et à l'intérieur, on a un fichier qui s'appelle stuff. Donc, dans ce fichier, bon, on ne regarde pas encore pour l'instant, on voit qu'on a principalement des fonctions qui vont donc traiter les requêtes. Donc, si je retourne dans ma route, je vois que pour post, put, delete et get, j'ai des fonctions différentes du contrôleur.
Donc, par exemple, pour get, j'ai get all stuff et j'ai aussi get one thing. Donc, get one thing, il va être appelé comme ça quand on arrive sur cette route. Et get all stuff, il va appeler cette fonction-là qui est tout à la fin quand on va être donc sur cette route qui correspond donc à API stuff tout court en mode get. Pour get one thing, il faudra rajouter ce paramètre identifiant. Donc le deux points, il permet de dire que c'est n'importe quel caractère qui se retrouve après ce chemin-là. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Et donc je retourne sur le contrôleur. Donc pour refaire le chemin, hein, on a un serveur qui utilise une application qui utilise des routes. Ces routes utilisent des contrôleurs et les contrôleurs, dans leur fonction, in fine, ils vont utiliser un modèle pour enregistrer les informations sur la base de données. Donc le modèle va permettre d'enregistrer plus facilement sur la base de données. Donc le modèle Think, on voit qu'on l'initialise avec new. Donc new Think, on met plein d'informations à l'intérieur. Et Think, il est appelé, il est dans modèle. Donc je vais dans modèle, Think, et je vois que j'utilise le package Mongoose et que ce package Mongoose, je crée un schéma. Et à la fin, j'exporte ce schéma sous un nom bien particulier. Donc le schéma, il est là. Je lui associe un nom et je déclare tout ça comme un modèle que j'exporte. Quand j'exporte, ça me permet dans le contrôleur de le recevoir grâce au require. Donc toutes les fonctions du contrôleur, elles sont elles aussi toutes exportées, ce qui permet dans la route de recevoir ces contrôleurs avec le require plus le chemin. Et lui-même, le chemin, il va être exporté, ce qui permet dans l'application Express de recevoir la route avec le require et le chemin. Et l'application elle-même, elle est exportée, ce qui va permettre au serveur de le recevoir grâce au require et au chemin. Et comme ça, on peut l'utiliser dans le serveur HTTP qui va écouter toutes les requêtes entrantes sur l'application. Bon, voilà grosso modo l'explication de comment fonctionne une API REST avec le module Express sur un serveur Node.js. Donc maintenant, je vais montrer en pratique comment ça se passe. Je vais lancer l'application du cours et donc dans le dossier, si on regarde, donc on a le front-end, on a le back-end du cours. Donc je lance l'application à partir de là. Je vais dans le front-end, je lance l'application qui se lance sur le localhost au port 4200. J'ouvre un nouveau terminal, je vais dans le backend, donc je remonte, je vais dans le backend et je lance le backend comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc d'un côté, je vais sur le port 4200 et on arrive ici. Donc j'ouvre un nouveau terminal, je réouvre le backend et donc, on se connecte. Là, je relance le backend. Donc, quand on se connecte, on voit qu'il y a tout ça qui se lance et il est écrit listening au port 3000. Donc, sur le serveur.js, on voit qu'il est écrit listening sur le port 3000. C'est quand le serveur HTTP de Node.js se lance, il écoute, il est en mode listening de toutes les requêtes. Au début, il fait ça, il écoute sur le port qu'on lui a dit. Et après, je vois que j'ai connexion à MongoDB réussi. Donc ça, c'est quand je me connecte dans l'application Express, on voit qu'il se connecte et qu'il lance bien ce message. Donc ce que je veux montrer, c'est que quand je suis dans le front-end et que j'effectue une requête vers le serveur, je vais vous montrer, enfin, je réexplique comment tout se passe. Donc si je clique sur la partie 4, donc j'ai des identifiants de connexion. Et là, je vois qu'il y a OK qui s'est activé. Donc, je cherchais où est ce message. Je vois qu'il est dans Hot. Donc bon, là, il est un peu trop profond dans l'architecture. Je vais retracer en fait tout le cheminement de la requête du front-end. Donc là, je suis sur le serveur. Je vais faire un log aussi où là, je suis sur Express, app.js. Et après, donc, il va dans le chemin. Donc, je vais faire un log aussi sur le chemin. Et là, donc, je mets un log
Donc, je suis sur le routeur de stuff. Ensuite, je vais dans le contrôleur. Je mets un message, je suis dans le contrôleur de stuff. Et après, je vais dans le modèle où je serai donc dans le modèle de stuff. Modèle stuff. Donc, je mets bien en évidence mon terminal et quand je clique sur... Donc, quand je reviens sur mon terminal, je vois que les messages ont déjà été effectués. Et après, tout se passe de manière un peu asynchrone. Donc, en premier, on voit qu'on a le routeur, ensuite le modèle, le contrôleur et l'express. Ce n'est pas exactement comme je l'ai décrit, mais on va comprendre pourquoi. Donc, quand le serveur et l'API se mettent en place, il y a tout qui est un peu chargé d'emblée. Et après, quand les requêtes vont venir, elles vont rentrer dans les fonctions spécifiques qui sont appelées par la requête. Mais quand le serveur s'initialise et qu'il écoute, il y a tout qui est mis en place. Donc, on a notre serveur qui n'a pas été appelé parce que je n'ai pas sauvegardé. Donc, je vais relancer tout ça. Moi, je n'ai pas besoin. Donc, le serveur, il est appelé en dernier. Ensuite, il y a app.js. Après, il y a le contrôleur, le modèle et le stuff. Donc, la requête rentre ici. Après, elle passe ici. Et donc, après, quand je me connecte à la page, j'arrive sur la route ici, qui est celle-là. Donc, on voit que dans le terminal, le premier log qui est effectué, c'est le log du routeur. Donc, après que tous les middleware se soient lancés, la première action qui est effectuée, c'est celle-là, ce log qui fait le log du routeur. Ensuite, j'ai le modèle. Donc, on voit que juste après ce log, j'appelle le contrôleur. Donc, quand je vais dans le contrôleur, je vois que avant de faire ce log, j'appelle le modèle ici. Donc, avant que ce log s'exécute, on a le fichier du modèle qui va être lancé. Donc, ce log s'effectue donc après le log du routeur. Modèle.stuff se fait après routeur. Donc, je reviens dans le contrôleur. Donc, après l'appel du modèle, j'ai le log du contrôleur qui s'effectue donc, comme je l'ai vu, après le log du modèle. Et ensuite, donc si je repars dans la route, j'ai tout ça qui s'effectue. Il n'y a aucun autre log qui se fait. Donc, tous les middleware ont été exécutés. On exécute le script de manière synchrone cette fois-ci. Maintenant que tous les middleware sont effectués, on a ce log qui est effectué, donc log de Express App. Et enfin, maintenant que le hosting est fini, enfin, en dernier, on a le log du serveur. Donc, si j'effectue une requête sur le front-end, on voit que j'ai des OK qui ont été lancés. Donc, je crois que je l'ai déjà fait tout à l'heure. Si je fais OK, je vois que c'est un middleware. Donc, en faisant le clic que j'ai fait, il est rentré dans une fonction qui a fait appel au middleware et le log s'est effectué. Donc, si je regarde la route, c'est toujours dans Stuff. Je reviens en quelque sorte sur la page d'accueil. La page d'accueil, c'est le get. Il a un middleware qui est off et après, il exécute la fonction getAllStuff. Donc, si je vais dans dans le contrôleur de getAllStuff et que je fais un log cette fois-ci ici aussi, all stuff, que je sauvegarde, si je réactualise cette page, donc je dois me reconnecter. Donc, c'est pas A majuscule. Et donc, j'ai le middleware qui a été lancé sur le contrôleur, le off. Après, j'exécute getAllStuff et je rentre directement ici et j'ai accès à ça. Voilà comment ça se passe quand on initialise le serveur avec son application API REST Express. Tout est fait de manière asynchrone et après, les requêtes du front-end entrent dans les routes et les fonctions concernées pour appliquer juste le code qui est spécifique à la requête. On ne déroule plus le script de manière synchrone, on rentre avec la requête directement dans le chemin concerné. Donc, grosso modo, une fois que le serveur est lancé, les seules fonctions, les seules boules de code qui seront lancées, ce seront les codes du contrôleur et les codes des middleware. En gros, les codes des fonctions en dehors de celles de l'application et du serveur. Donc, le code des routes, le code des modèles,
ne seront plus appelés, ne seront plus exécutés au moment de la requête du front-end. Seuls les codes des fonctions qui traiteront la requête seront appelés et exécutés. Donc voilà comment fonctionne un serveur back-end et son déroulement synchrone ou asynchrone en fonction de la requête de l'utilisateur. Donc, je vais pouvoir retourner à mes moutons et commencer l'exercice du quiz de la partie 2 du cours Full Stack de la formation développeur web sur Open Classroom. Donc, dans le cours jusqu'à maintenant, vous avez appris à donc, installer Node, à installer un serveur Node.js, à y associer une application Express qui est une API REST, à créer des routes GET, des routes POST, à utiliser une base de données en ligne de type NoSQL qui est autre que MongoDB Atlas, à créer un schéma pour pouvoir ensuite utiliser cette base de données, à utiliser ce schéma en enregistrant des données donc via une route POST qu'on reçoit sur notre serveur et qu'on utilise le schéma pour balancer les données sur la base de données et à modifier et supprimer ces données. Donc, dans un premier temps, je vais installer le front-end et le back-end. Donc, je me déplace dans le front-end, npm install. Donc, si vous ne vous rappelez toujours pas, c'est package.json qui permet d'utiliser npm install. Il y a des dépendances et quand on fait npm install, ça les installe. Donc, je vais faire la même chose dans le back-end. Je vais installer les dépendances. Et ensuite, je vais me déplacer directement sur le commit correspondant au chapitre 4 de la partie 2 pour qu'on soit au même niveau, vous et moi, quand on fait cet exercice. npm install. Après, je vais checker les logs avec git-log. Donc, moi, je veux partir à la partie 4, partie 2, chapitre 4, c'est celui-là. Je copie le chat, comme on dit, et je fais git-checkout pour me déplacer sur ce chat-là. Donc, quand on se déplace sur un commit antérieur, on ne peut pas vraiment modifier les données à part en créant une autre branche et en faisant des commits sur cette nouvelle branche. Donc, ce que aussi je peux faire, donc git checkout-b pour créer une branche et directement y aller. Donc, c'est checkout-branche, en fait, c'est la même chose. Et je crée une branche exo quiz p2. Donc, j'ai une branche, on va dire que je suis sur cette branche, c'est bon. Donc, je vais maintenant ouvrir tout ça. Donc, j'ouvre code et je vais lancer le serveur front. Je repars dans le front et je fais npm start. Donc, on voit que ça n'a pas marché. Si je me redéplace dans le front et que j'ouvre package.json, je vais voir les scripts qui sont associés. Donc, on a plusieurs scripts. On a un script basique, mais apparemment, celui-là, ça ne marche pas vraiment. Et il y a deux scripts spécifiques pour Linux et Windows. Donc, moi, je suis sur Linux, donc je vais lancer ça. Et si vous êtes sur Windows, ben, vous lancerez la commande qui est juste en bas. C'est là. Donc, je peux retourner ici, je tape ça. Ah non, c'est plutôt npm et je colle ça. Non, toujours pas, c'est npm run et je colle ça. Donc ça, je peux le fermer. Donc, il me dit qu'il écoute sur le port 880-81. Donc, 80-81, localhost est là. Et voilà à quoi ça ressemble la page de l'exercice. Maintenant, j'ai un peu expliqué l'exercice. On dit que l'API représente un produit qui a ces propriétés-là. Donc, on va créer un schéma de notre base de données MongoDB qui aura ces données-là. Et on nous donne les routes que notre API va pouvoir utiliser. Donc, il y a deux routes GET, une route POST, il y a une route PUT et une route DELETE, ce qui nous fait 5 routes à créer. Pour chaque route, l'exercice nous détaille un peu qu'est-ce que l'API attend et qu'est-ce que le front-end attend aussi en retour, en réponse. Donc, on envoie une requête au back-end. Le back-end attend des choses en fonction de la route.
Et quand on retourne l'information, en fonction du verbe et de la requête envoyée, le front-end, lui, va attendre en retour un certain type de réponse pour pouvoir afficher correctement ces informations. Donc le front-end, hein, il est codé en AngularJS, donc il n'est pas du tout au programme de l'information, et donc on peut pas vraiment, je ne peux pas vraiment vous montrer comment ça fonctionne. Et en plus, les scripts même du front-end sont optimisés, donc si je les affiche, on va voir qu'en fait, ils tiennent sur une ligne et ils ne sont pas du tout exploitables ni lisibles, même par un être humain. C'est fait pour être mis en production, donc illisible pour un développeur. Et donc, ça se représente comme ça. Il y a des variables qui sont des lettres. Et on voit qu'il y a 393 792 colonnes, donc caractères en gros. Et ouais, tout est compressé sur une seule ligne. Et bon, c'est pas du tout exploitable. Donc, on ne peut pas savoir, on peut pas aller examiner le front-end pour comprendre comment ça fonctionne. On se base uniquement sur ce qui est dit sur l'énoncé. Donc, première chose, hein, on va créer le produit et le schéma associé. Donc, on va dans Modèle, on renomme notre modèle, il s'appelle Product. Donc, et ici aussi, on va changer les noms pour que ça coïncide. Donc, on va exporter Product Schema et dans la base de données, il va s'appeler Product. Dans la base de données sur MongoDB, il va s'appeler Product. Donc, on nous dit qu'il y en a 4 propriétés, Name, Description, Price et InStock. Donc, c'est un string ici, c'est un string, c'est un nombre et c'est un booléen. Donc, on a 2 strings et un booléen. Donc, Name est un string, Description est un string, Price est un number, et InStock est un booléen. Donc, on dit qu'ils sont tous required. Et voilà, donc on a créé notre schéma. Maintenant, on doit créer les routes. On va les faire une à une. Hein. Donc, pour la route get en première, donc on va dans App. On voit qu'on a plusieurs middleware ici. Donc, le middleware du corps, on ne va pas l'utiliser. On va utiliser celui-là. Donc, on va mettre dans le bon ordre. Le premier, il va sur API Products et il va requêter la base de données. Donc, on va utiliser notre modèle qu'on vient juste de modifier. Donc, on le redéclare bien. Donc, c'est product et c'est un, fichier qui est dans modèle qui s'appelle product. On vérifie, c'est bien le bon nom. Et donc, je vais utiliser ce modèle qui a une fonction, comme c'est un schéma, il a toujours les mêmes fonctions associées qui sont données par Mongoose. Donc, je vais scinder mon écran pour que ça soit facilement utilisable. Donc, Mongoose, il crée le schéma, mongoose.schéma, et quand il sort ce schéma, il a des fonctions associées telles que find, find one, et ainsi de suite. Donc, on fait product.find, on trouve toutes les données qui sont enregistrées sur la base de données avec le nom de collection product. Et on fait un den après et un catch parce que c'est de la synchrone. On envoie la requête sur le serveur et on attend une réponse. Quand la réponse arrive, on exécute les fonctions associées pour savoir s'il y a une erreur qui est capturée ou s'il y a une réponse et quel est le type de réponse. Donc, on obtient une réponse. On va l'appeler product. Donc, ça va être le tableau de toutes les données reçues du backend. Et on va envoyer une réponse qui va dire que c'est une réponse qui a marché, donc 200. Et on renvoie notre product. Donc, on vérifie bien ce qui est attendu par le front-end. On attend un objet qui a une clé product et qui contient un tableau regroupant tous les produits. Donc, si on veut vraiment faire ça, on utilise la nomenclature ECMA 2015. Et donc, dans ECMA 2015, il suffit de mettre entre les crochets notre variable. Et notre variable va être écrite en clé et associé à cette variable elle-même. Donc, quand j'écris ça, c'est exactement la même chose que si je fais ça. Product en clé contient la variable product. Donc, quand je fais ça, c'est exactement pareil. Et en erreur, il attend rien de spécifique. Donc, je peux sauvegarder. On va tester. Donc, il nous dit qu'il ne peut pas créer de produit.
c'est un peu gênant ces exercices parce qu'on ne sait jamais à quelle étape on est réellement. On peut savoir si on a réussi tous les exercices ou pas. Et les étapes intermédiaires ne nous disent pas exactement où on est, mais comme l'énoncé aussi n'a pas d'étape 1, 2, 3, donc bon, c'est un peu ambigu quand même comme exercice. Donc, si je ne fais pas ça, si je mets ça en commentaire et que je reteste la route, je n'ai pas plus d'informations. C'est ça qui est un peu dommage dans cet exercice. Donc, on peut faire l'exercice suivant. Donc, récupérer un seul produit. Donc, je vais couper celui-là, le mettre à la suite. Donc, récupérer tous les produits. Je fais des commentaires parce que je suis propre. LOL. Récupérer un seul produit. Donc, je vais faire tous les commentaires. Entre nous, soit dit, ça va être plus rapide. Enregistrer un nouveau produit. Modifier un produit existant et supprimer un produit existant. Donc, modifier un produit existant et supprimer un produit existant. Un produit existant, voilà. Donc, pour requêter un seul produit, on me dit que la route, c'est API Product et un paramètre qui aura le nom ID. API Product qui a le nom, qui a un paramètre ID. Donc, j'utilise toujours mon modèle product. Je fais cette fois-ci une fonction find1 pour trouver un seul produit. Et j'identifie l'identifiant sur MongoDB avec underscore product, underscore ID. Et dans les paramètres, j'ai ID. Donc, je vais faire la requête qui contient un ensemble de paramètres et, et je prends le paramètre ID. Donc, si je fais un log de requête params, je vais pouvoir voir tous les paramètres qui sont dans la requête. J'affiche en parallèle. Ah, j'ai pas lancé le backend, donc npm start. Il va se connecter sur MongoDB. Je lance. Donc effectivement, je ne pourrai pas avoir le résultat tout de suite parce que la première chose qu'il va faire, c'est pas requêter les produits, il va d'abord essayer d'en créer un. Et donc là, on n'est pas encore à cette étape. Comme je disais, l'exercice, il n'est pas fait en l'ordre logique 1, 2, 3, 4. Tout est sur le même plan et c'est à peu près à la fin qu'on sait si on a réussi ou pas. Donc la route suivante, c'est créer un produit. Donc c'est en poste qu'on envoie des données sur un serveur via un formulaire en général. Et donc c'est toujours product, le chemin. Et c'est en poste, il n'y a pas de param derrière. Donc il dit que cette route créera un nouveau product dans la base de données et que le corps qui est envoyé par le front-end au back-end sera de ce type-là. Et il retournera le produit ainsi créé, y compris son champ underscore ID sous la forme, comme tout à l'heure, product est égal à product, sauf que cette fois-ci, c'est au singulier. Et il n'y a qu'un seul produit. Donc c'est parti. Donc je n'ai pas besoin de supprimer underscore ID. Donc je le renomme bien. Product contient product. Donc dans le corps de ma requête, j'aurai body qui correspond à tout ça. Parce que dans mon application Express, j'ai utilisé ce middleware qui permet de transformer la requête reçue dans une clé nommée body qui comprend toutes les informations du body. Donc sinon, si on n'a pas ça, on doit le faire nous-mêmes et bon, ça fait une étape en plus où on utilise le JSON parse et parce qu'on reçoit la requête sous forme de chaîne de caractères et grâce à ça, ça permet d'avoir l'objet directement et comme tout le monde le fait, c'est bien d'avoir cet automatisme déjà fait.
Ça, c'est cool. Donc, je log pour être sûr, avant toute chose, que je reçois bien le body et de quelle état il est. Comme ça, quand je fais l'essai, je sais à peu près qu'est-ce qui s'est passé. Donc, dans chacun des exercices aussi, enfin, dans chacune des routes, je vais mettre un repère pour savoir je suis dans quelle route à chaque fois. Donc là, je suis get one et là, je suis get all. Donc ça, c'est du JavaScript ECMAScript 2015, comme tout à l'heure, c'est le spread operator. Il permet, quand on a un objet ou un array, de mettre à la suite l'ensemble des propriétés de cet objet. Bon, on le verra un peu plus tard, mais ça permet d'écrire du code simple et rapide et facilement lisible pour un être humain. Donc, une fois que j'ai initialisé mon objet, je vais le sauvegarder. Et quand je le sauvegarde, j'envoie donc les données au serveur et j'attends une réponse. Donc, comme toujours, c'est de l'asynchrone. J'ai un then, un catch. En cas d'erreur, je définis l'erreur. Et en cas de succès, je définis le succès. Donc, dans le succès, c'est 201 parce qu'on crée quelque chose sur le serveur. Et ce n'est pas 200 où on a une requête qui a abouti et qui a réussi. Là, ça a réussi, mais en plus, ça a créé quelque chose sur le serveur. C'est pour ça qu'il y a le petit 1. Donc, on y dit que le front-end attend cette réponse en retour. Moi, je veux aussi m'assurer que la réponse correspond à peu près à ce que j'imagine. Donc, là, c'est une fonction fléchée, hein, toujours de ECMA 2015. Donc, une fonction fléchée, quand ce n'est pas entouré d'accolades après la flèche, l'instruction qui est juste après la flèche est directement envoyée. Donc, si on ne veut pas directement envoyer la réponse, on met les accolades et on met nous-mêmes le mot-clé return pour pouvoir retourner les informations. Donc, je fais ça pour pouvoir faire un log de ce qui a été créé avec le save et qui est donc en train d'être retourné au front-end. Donc, là, j'ai besoin d'avoir un objet de retour. Donc, c'est réponse, on va dire, response. Et je vais le loguer pour être sûr que c'est bien ce que j'ai anticipé, c'est-à-dire avoir cet objet avec la clé ID en plus, underscore ID. Donc, je renvoie un product qui contient le produit. Donc, maintenant que j'ai créé la route pour la création de produit, je vais tester. Donc, créer tag de product, found product one getting all product. Quand je vais dans ma console, je vois que je suis passé par post pour créer le product. J'ai fait un log donc après de la réponse qui est donc ici. Et je vois que j'ai ID, j'ai tout ce que je veux. Et donc après, il a dit qu'il a cherché tous les produits. Donc il est rentré dans get all et après il a essayé d'avoir un produit. Could not get created product with ID tac tac tac. Donc je retourne dans l'énoncé. On dit que quand on veut un produit, retournons le produit avec le ID fourni sous la forme product ID. Donc je pense que j'ai pas fait ça. Donc get one, quand je retourne, je n'ai pas modifié ça aussi. Bon, ça n'a aucune importance, hein, mais c'est juste pour que le code soit propre, pour qu'on se retrouve avec une variable en se disant mais qu'est-ce que c'est ça? Et donc quand je retourne, en fait, je veux retourner ce qu'il m'a dit, hein, je veux retourner ça. J'ai oublié de le faire. Et donc je 404, ça peut être du 400, du 404. 400, ça ne donne pas plus d'informations. 404, c'est pour spécifier que la ressource elle-même n'a pas été trouvée. Donc 400, c'est que la requête n'a pas abouti, sans plus d'informations. Donc si je sauvegarde, maintenant, ça devrait passer cette étape. Donc, found product when getting individual product, could not modify product with ID. Donc, on n'a pas encore créé cette route. Donc, pour créer cette route, c'est un put. Et on a un paramètre ID, modifiera le produit ID fourni selon les données envoyées dans le corps de la requête. Le corps de la requête a pour forme c'est ça, et retournera un objet de la forme message modified. Donc, je vais copier le put que j'ai ici, le mettre à l'endroit que j'ai défini pour celui-là.
Tac, donc c'est product. Et je veux en update one, donc c'est un product update one. Et je lui passe en paramètre le ID là, qui est dans la requête, sous paramètres. Et je lui donne les données pour la modification. Donc j'aurais utilisé le spread operator. Je dis que tout ce qui est dans le body de la requête qui a été envoyé par le front-end, je le décharge dans un nouvel objet avec plan. Et en plus, je lui donne le paramètre ID qui est envoyé dans les paramètres. Donc, je crois que je ne suis pas obligé de mettre ça, mais on fera le test un peu plus tard. Et après, quand je reçois la réponse, donc je reçois une réponse et donc dans un statut de 100 et je dis comme message message et modifiers. Je vais copier pour être sûr de ne pas faire d'erreur de frappe. OK. Donc, si je sauvegarde, je relance. Donc, je dois faire un log pour comprendre qu'est-ce qui se passe et je dois choisir qu'est-ce que je vais loguer. Donc, moi, j'utilise le body de la requête pour enregistrer les données, mais je ne suis pas sûr de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le body. On me dit que le corps de la requête est comme ça, mais je veux en savoir plus. Donc, je fais rec.body. Je vais aussi faire un log pour dire que je suis dans le put pour pouvoir le repérer facilement. Je peux aller là, je regarde mon terminal à côté, je fais les requêtes. Donc, il ne peut toujours pas y accéder. Non, la route est bien écrite. Ouais, là, je n'ai pas mis au pluriel. Un peu normal. Donc, il a bien modifié le produit. Je suis bien dans le put et il retourne ça. Et donc, visiblement, juste après, le front-end refait un get pour obtenir le même produit qui vient juste d'être modifié. Et enfin, donc, on fait le delete. Donc, je supprime l'espace entre. Et donc, on est sur du product delete. Donc là, j'ai utilisé response, mais en fait, on n'a pas besoin. Et j'avais dit aussi qu'on peut ne pas utiliser ça. Je vais juste vérifier. Je refais ça. Ouais, on n'en a pas besoin, parce qu'on a besoin juste de donner les informations qui ont été envoyées par le front-end pour que le back-end les enregistre. Et vu qu'on identifie le produit donc qu'on va modifier ici, on n'a pas besoin de le réutiliser ici. Mais ça, c'était une erreur de ma part quand j'avais fait l'exercice des deux premières parties. Donc, peut-être que vous ne l'avez même pas, mais c'est pas grave. Ok, on passe au suivant. Donc, delete, le verbe, c'est delete. L'URI, c'est API product et il y a un paramètre aussi, ID. Donc, supprimant le produit avec le ID fourni retournera un objet sous la forme deleted. Juste à mettre ça. Deleted. Ok, j'espère que je ne me suis pas trompé. Donc, c'est product au pluriel. Et donc, j'écris bien mes choses. Product. Donc, pour la réponse, on n'a rien créé. Donc, on met juste que la requête a réussi et on n'a pas besoin d'aller plus loin. Donc, je pense que c'est bon. Hein. Je fais le test. Je vais aussi mettre mes petits logs pour me sécuriser dans mon esprit. Donc, je suis dans un delete et je n'ai rien besoin de fichier particulier ici. Et tada, le mot-clé. Voilà. Donc, c'est pas très compliqué. Il suffit juste de faire les choses dans le bon ordre et d'être consciencieux dans la nomenclature, dans ce qu'on utilise, de faire attention aux quelques propriétés indispensables d'une requête. Donc l'URI, le verbe, la fonction elle-même, faire des logs pour être sûr que ce qui est attendu,
ce qui est anticipé par le développeur correspond bien à ce qui est reçu sur le serveur et d'utiliser de bonnes variables et tout ça. Voilà, voilà les philos. Bon, j'espère que ça vous a été utile. On se retrouve pour un nouvel épisode. Bye bye.